La libération de la ville de Seversk et les opérations offensives réussies dans ce secteur rapprochent considérablement la perspective d'une nouvelle offensive réussie, je n'en doute pas, sur d'autres fronts, ainsi que l'expulsion des formations armées ukrainiennes de notre territoire et le rétablissement d'une vie pacifique dans le Donbass. Guerre Russie-Ukraine, la ville de Seversk est tombée ou a été libérée. Tout dépend de qui regarde et de quel point de vue on regarde. Pour les Ukrainiens, la ville est tombée. Pour les Russes, la ville a été libérée. Et c'est Vladimir Poutine lui-même qui a annoncé la nouvelle. C'est officiel. Une nouvelle ville a été récupérée par la partie russe. Un nouveau bastion qui ouvre littéralement la voie à d'autres zones stratégiques clés et extrêmement importantes. Donc, l'avancée de l'armée russe et les avertissements de Washington accélèrent le processus de paix. En même temps, on le savait depuis le début, c'est la Russie qui allait donner le ton de la fin de cette guerre. Écoutons l'affaire. Bonsoir Oleg et merci pour l'invitation. En fait, le président russe l'a dit à plusieurs reprises que la situation pour l'Ukraine s'empire d'un jour à l'autre sur le champ de bataille et aujourd'hui on voit bien une confirmation de cela. Vladimir Poutine a tenu une réunion consacrée à la situation actuelle dans la zone de l'opération militaire spéciale et donc une victoire stratégique pour la Russie. La ville de Seversk est désormais libérée par l'armée russe. Le contrôle total est donc instauré de cette ville. Et il faut bien dire ici qu'il s'agit d'une ville stratégique qui ouvre la voie pour l'armée russe vers deux derniers bastions de l'armée ukrainienne dans la République populaire de Donetsk. Ce sont les villes de Kramatorsk et la ville de Sloviansk. La ville de Seversk est située dans l'est de l'Ukraine, comme vous avez écouté, dans la région du Donbass. C'est un secteur clé du front depuis 2022. Donc c'est pas un endroit où il y avait des combats tout récemment. Depuis 2022, c'était déjà un secteur clé. Elle était très proche des lignes de défense ukrainiennes, ce qui en faisait d'elle-même aussi un bastion important. C'était en fait une ville qui contrôlait les routes qui mènent vers les centres logistiques et militaires ukrainiens, comme il l'a cité, Kramatorsk et Slaviansk. Deux villes majeures, encore sous contrôle ukrainien pour le moment. Ce qui veut dire que la perte de ces verrous va faciliter en fait les objectifs et l'avancement des Russes. Seversk servait aux soldats ukrainiens comme étant un point d'appui pour ralentir en fait ou alors stopper l'armée russe. Ça permettait de stopper l'avancée de la Russie. Maintenant que la ville est tombée, cette avancée ne sera plus stoppée. C'était une ville particulièrement difficile à prendre parce qu'elle était active depuis 2022 avec des lignes de défense très profondes et plusieurs mois, voire plusieurs années de combats interposés entre troupes ukrainiennes et russes. Maintenant, finalement, c'est tombé du côté ukrainien et ça a été libéré du côté russe. Comme j'ai dit, l'histoire, c'est en fonction du point de vue. Les forces ukrainiennes avaient dans cette ville des fortifications très solides, des positions très renforcées tout autour de la ville. Et comme c'était un point élevé, ça transformait littéralement le secteur en zone difficile à traverser pour les assaillants russes. C'est pour ça que l'assaut russe n'a pas été une progression simple sur un terrain libre. Il a d'abord fallu pour les Russes de pousser au travers des lignes tenues, fortifiées et récurrentes par des milliers de soldats ukrainiens entraînés, étant donné que c'était une zone fortifiée. En tout cas, désormais, l'armée russe pourrait utiliser ces positions pour pouvoir avancer vers de nouvelles zones et faire des attaques mieux maîtrisées. Il pourrait obtenir littéralement une meilleure couverture d'artillerie et de drones. Et forcément, ils vont perturber les lignes d'approvisionnement ukrainiennes, étant donné que cette ville permet de contrôler les routes d'approvisionnement clés. Mais je vous propose d'écouter la déclaration du président russe à ce sujet. La libération de la ville de Seversk et les opérations offensives réussies dans ce secteur rapprochent considérablement la perspective d'une nouvelle offensive réussie, je n'en doute pas, sur d'autres fronts, ainsi que l'expulsion des formations armées ukrainiennes de notre territoire et le rétablissement d'une vie pacifique dans le Donbass. Vous voyez comme il a parlé avec beaucoup de calme. Il a dit qu'il n'en doute pas. Maintenant que Seversk est libéré, on pourra avancer et on ne doute pas sur le fait qu'on va réussir à prendre les prochaines villes. Une assurance terrible, glaçante. Surtout quand on se rend compte qu'en même temps, il y a des accords de paix qui sont en train d'être négociés et l'Ukraine qui tergiverse dans ces affaires-là. La Russie de son côté est très calme et a la certitude qu'elle va conquérir tout ce qu'elle a prévu de conquérir si jamais vous ne décidez pas de signer. Le message il est clair, hein? Autant verbalement que non verbalement. Je vous rappelle que l'une des exigences de la Russie, c'était le retrait de l'armée ukrainienne de la République populaire de Donetsk. Et actuellement, on voit bien que la libération de ces deux villes n'est qu'une question de temps. Mais il est très important de noter qu'actuellement, l'armée russe est à l'offensive sur presque toute la ligne de front. Regardez par exemple la région de Zaporojié. Les combats se poursuivent actuellement dans la ville de Goulaï-Polé. C'est une ville stratégique, c'est un carrefour logistique de la région de
Zaporogie, un carrefour très important. Mais disons aussi que parmi les facteurs qui accélèrent l'avancée russe, c'est donc le fait que le moral des troupes ukrainiennes est en bas. Souvenez-vous par exemple de ce scandale qui a éclaté il y a quelques semaines de corruption en Ukraine, donc où il y avait l'homme proche de Zelensky, Mindych, qui faisait pression sur le ministre de la Défense de l'époque pour qu'il achète des gilets pare-balles de mauvaise qualité pour les soldats ukrainiens. Donc la question est tout à fait logique. Se battre, oui, mais pourquoi et pour qui? Et c'est aussi un paradoxe qui se jette aux yeux, sachant que l'Ukraine perd du terrain, sachant que les pertes de l'armée ukrainienne s'élèvent déjà à 1 million, Zelensky refuse de retirer ses troupes de la République populaire de Donetsk. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Selon nos lois, le droit international, ainsi que la loi morale, nous n'avons pas le droit de céder quoi que ce soit. C'est pour cela que nous nous battons. Alors, ces avancées de l'armée russe sont dans un contexte, donc arrivent dans un contexte d'un possible tournant aussi dans ce processus de paix long et difficile, au moment où Zelensky est extrêmement le plus réticent aux côtés de ses alliés européens pour avancer en tout cas sur la question territoriale, justement. Alors, cette libération de Seversk, que va-t-elle changer sur le front diplomatique, Igor ? La chute d'une ville comme Seversk n'est pas simplement une affaire de terrain. Ce n'est pas seulement sur le terrain militaire. C'est avant tout un signal envoyé aux capitales, pas aux soldats. La Russie renforce sa position par ce message de force irréversible. En diplomatie internationale, une règle est très simple. Celui qui avance militairement dicte le tempo politique. Point. Vous le voyez même avec toute cette affaire de plan de paix et j'en passe. La prise de Seversk confirme donc 3 choses aux yeux des chancelleries. La Russie continue de progresser, lentement mais sûrement. Les lignes ukrainiennes ne sont plus intangibles. On peut les atteindre désormais et aucune contre-offre miracle ne se profile à l'horizon. Résultat, Moscou apparaît comme l'acteur patient qui gagne à l'usure. Et Kiev, de son côté, on le sait, dépend entièrement du soutien extérieur. En clair, la Russie négocie en étant en position de force, là où l'Ukraine, en fait, est en position de demande. Au-delà de ça, il y a le fait maintenant que le discours occidental va de plus en plus perdre en crédibilité. Chaque ville prise par la Russie affaiblit un peu plus le récit présenté par l'Occident de l'Ukraine qui gagne. Il nous disait que l'Ukraine va prendre le dessus, le temps joue contre Moscou, les sanctions vont forcer Moscou à se taire, vont forcer un retrait et patati et patata. Or, Seversk, Pokrovsk, encore récemment, et les autres racontent que les sanctions n'arrêtent pas l'effort de guerre russe. Ça n'arrête pas l'industrie militaire qui tient la cadence. Ça n'arrête pas les victoires russes. Et l'Ukraine, elle, s'appuie humainement. Or, ça raconte aussi que l'Ukraine s'épuise humainement, économiquement et même politiquement. Et actuellement, dans les coulisses de la diplomatie, il y a certains pays européens qui préparent déjà l'après-guerre. Parce qu'ils ont vu, ils se sont dit, ah non, là, c'est fini. D'autres cherchent déjà comment normaliser avec Moscou. Voilà le cas des Américains, non? Les premiers dans cette guerre, les premiers financeurs, aujourd'hui se présentent comme si, depuis le début, ils n'ont jamais voulu ça. C'est le résultat des différentes victoires. Le Sud global de son côté a déjà tranché depuis longtemps même dans cette affaire. Seversk accélère simplement un glissement silencieux. Le monde se prépare à une victoire russe partielle ou totale et non pas à une défaite. Après ça maintenant, il y a le fait que les conditions russes deviennent de plus en plus une base réaliste de discussion. Plus il laisse le temps à la Russie de récupérer les territoires, plus la Russie pourra corser les négociations et exiger plus. Étant donné que les territoires récupérés deviennent non négociables, normalisés, intégrés comme données de départ, il n'y aura plus de est-ce que vous pouvez potentiellement laisser tel nom. S'ils ont récupéré, c'est à eux, point à la ligne. Donc, ce qui pourrait paraître inacceptable à un moment donné, une fois que la ville va tomber, va devenir non négociable. Et c'est comme ça que la diplomatie fonctionne. Pas avec l'espoir. On discute avec les réalités du terrain, point à la ligne. Et on en vient donc à pourquoi est-ce que Zelensky devrait objectivement accepter une paix maintenant. Déjà, simplement parce que chaque mois dégrade les positions ukrainiennes. Continuer la guerre, c'est perdre tous les territoires progressivement. Accepter la paix maintenant, c'est geler les pertes. Continuer la guerre, c'est dépendre totalement de l'Occident. La paix maintenant, c'est préserver un État viable à minima. Continuer, ce sera l'effondrement démographique. Accepter, ce sera sauver ce qu'il reste du peuple. Continuer, c'est être sous perfusion. Accepter, c'est la possibilité d'au moins reconstruire quelque chose. Continuer, c'est d'avoir des conditions russes encore plus dures plus tard. Alors qu'accepter maintenant, c'est pouvoir avoir des conditions punitives aujourd'hui, mais un peu plus flexibles.
Et le temps ne joue pas pour Kiev. L'Occident, de son côté, ne va pas payer indéfiniment. Les États-Unis reculent déjà à grands pas. L'Europe, de son côté, est économiquement affaiblie. Donc, peu importe ce qu'ils sont en train de raconter, on ne sait pas jusqu'où ils vont décider de se ruiner pour les beaux yeux de Zelensky. L'opinion publique fatigue de cette guerre. Les élections vont même peut-être changer les priorités. L'Ukraine n'est qu'un dossier dans les chancelleries occidentales. Ce n'est pas une religion. D'un moment donné, ils vont s'enlacer. Et on voit déjà l'aide qui ralentit. Les conditions qui s'ajoutent à chaque fois qu'ils parlent d'aide. À un moment donné, ça va s'arrêter net. Dans cette affaire, la vérité que personne ne veut dire, c'est que Zelensky n'est plus le maître du calendrier. Il est prisonnier d'un rapport de force qui se referme. Donc Seversk, dans cette affaire, n'est pas une ville parmi tant d'autres. C'est un message, c'est un jalon, c'est un avertissement diplomatique. C'est d'ailleurs pour ça que c'est Poutine en personne qui a fait l'annonce. Plus l'Ukraine attend, plus la paix sera dure. Et plus la Russie avance, moins elle aura de raisons de céder. Donc voilà, je ne sais pas à quel point Zelensky va décider de sacrifier son peuple, sa population, pour son argent et son confort personnel, lui et ses amis, mais il y a ça sur la table. À quel point ces gars peuvent être avares? Personnellement, je parierais jusqu'au bout. S'il a décidé de vendre jusqu'au dernier Ukrainien pour avoir quelque chose dans sa poche, il le fera. Effectivement, on voit bien que les choses bougent sur le front diplomatique. Souvenez-vous de la visite de Steve Witkoff à Moscou, puis il y avait 2 rondes de négociations entre les délégations américaines et ukrainiennes aux États-Unis. Et en résultat, on voit bien qu'il y avait un plan de paix composé de 20 points. Officiellement, ce qui est très important de dire, il n'y avait pas de déclaration à ce sujet, mais on peut juger des contours de ce plan de paix par les fuites dans la presse. Et je vous propose de jeter un coup d'œil sur les fuites dans la presse ukrainienne. Il s'agit d'un paquet de documents. Donc, il n'y a pas, par exemple, un seul document, mais il y en a plusieurs. Oui, il y avait ces 28 points qui ont été réduits à 25, ensuite à 20. Et puis, il y a eu 3 ou 4 documents qui se sont rajoutés, qui pourraient être une des possibles bases d'un futur accord, mais de nouveaux accords en plus du plan de paix. Est-ce que c'est ça ? Effectivement. En fait, il y avait beaucoup de plans de paix ces derniers temps dans la presse britannique, allemande, etc. Mais actuellement, sur toutes les lèvres, il y a cette version du plan de paix dont personne ne connaît les détails, du moins de manière officielle. Il n'y avait pas de déclaration, mais en jugé par les fuites dans la presse, il s'agit d'un document de compromis qui aurait été le fruit du travail des délégations américaines et ukrainiennes. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce document, du moins dans la version qui a été diffusée par la presse? Bien sûr, ce n'est secret pour personne, la place centrale occupe la question territoriale. Toutes les parties du plan de paix, il y en a 4, c'est la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et l'Europe, reconnaissent le contrôle de la Russie sur la Crimée et les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Et bien sûr, l'Ukraine se retire effectivement du territoire de la République populaire de Donetsk, mais il y aura une zone tampon sur ce territoire. En ce qui concerne les régions de Zaporojie et de Kherson, les combats s'arrêtent sur la ligne de front. Et ce qui est important, c'est que selon cette version qui aurait fuité dans la presse, la Russie se retire des régions de Dnepropetrovsk, de Soumy, de Kharkov. Vous savez bien qu'actuellement, il y a les combats qui se poursuivent dans ces régions. Quelques mots aussi sur l'autre cause profonde de ce conflit, c'est l'expansion de l'OTAN. Dans cette nouvelle version, il n'y a pas d'obligation de la part de l'Ukraine de ne pas vouloir rejoindre cette alliance, mais en revanche, il y a une phrase suivante, je cite, « L'OTAN ne va pas inviter l'Ukraine à devenir son membre ». Ce qui revient plus ou moins à la même chose. J'attire aussi votre attention à la question très cruciale pour l'Ukraine, la question des garanties de sécurité. Dans cette version, on a une mention à ce sujet. Si la Russie attaque l'Ukraine, elle fera face à une riposte solide et ferme de la part des alliés ukrainiens. Mais ici, c'est un peu flou quand même. Est-ce que cela veut dire que ces pays vont entrer dans le conflit direct sur le côté ukrainien contre la Russie ou non, ou bien ils vont apporter du soutien, donc ça reste flou pour l'instant, mais par contre, si l'Ukraine va violer les conditions de l'accord, si l'Ukraine va attaquer la Russie, les garanties de sécurité seront annulées.
il est à noter que la Russie n'a pas encore vu cette version qui est actuellement sur toutes les lèvres, dans la presse. Et c'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le ministre russe des Affaires étrangères lors de la table ronde consacrée à la situation en Ukraine. Personne ne nous a encore montré les propositions que commentent aujourd'hui Zelensky et ses parrains en Europe occidentale. Mais à en croire les médias, ces propositions, outre la création d'une zone démilitarisée le long de la frontière et d'une sorte de zone tampon des deux côtés de la frontière, où il n'y aura pas d'armement lourd, il est inutile de discuter de tout cela sans nous. Je me rends compte qu'il y a quand même un piège malgré tout dans la formulation par rapport à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Si vous vous rappelez, il a dit que l'OTAN ne va pas inviter l'Ukraine à rejoindre l'OTAN. Le problème, c'est que si ce truc-là est validé, ça voudrait dire qu'à la demande de l'Ukraine, il peut intégrer l'OTAN, vu que la limitation, c'est que l'OTAN n'invite pas. Tu peux ne pas être invité, mais tu demandes à intégrer quand même. Tu n'es pas invité, tu as demandé. Et ce piège-là, je suis sûr que les Russes ne vont pas tomber à l'intérieur. C'est juste une précision quand même au niveau de la formulation qui est très importante. Et je le souligne parce que là, on vient de nous apprendre que la Russie n'a pas encore eu accès à cette version. Quand ils vont avoir accès à cette version, la partie-là sera corrigée. Alors dans un contexte, dans une situation où la Russie veut effectivement une paix durable et non pas un cessez-le-feu, avec toutes les avancées de l'armée russe sur le terrain et tout ce que vous venez de citer, Igor, est-ce que vous pensez que Kiev pourrait finalement réagir dans le bon sens, réagir comme lui demande finalement son principal allié, Washington ? En fait, c'est une bonne question, un grand mystère, car dans la version du plan de paix, on voit bien que l'Ukraine devra quand même se retirer du territoire de la République populaire de Donetsk. Qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est une autre question. Est-ce que ce sera une zone tampon ou bien ce territoire sera contrôlé par la Fédération de Russie? Ça, c'est une question à part, mais l'Ukraine devra se retirer de ce territoire, mais alors qu'on voit bien que Zelensky, lui, refuse de faire les concessions. Et dans ce contexte, on l'a entendu déjà à plusieurs reprises, le président américain fait allusion à ce que Zelensky devra enlever les lunettes roses et de regarder la réalité telle qu'elle est. Et quelle est cette réalité? On voit bien, on l'a vu tout à l'heure, que l'armée russe avance et presque chaque jour, on a de nouvelles localités qui sont libérées. Donc je vous propose d'écouter la toute récente déclaration du président américain. Si vous regardez les sondages, je dirais que 82%, selon un sondage récent, 82% de la population demande qu'un accord soit conclu. Les Ukrainiens veulent voir un accord être conclu. Je comprends ça. Ils perdent des milliers de personnes chaque semaine. Ils veulent que ça se termine. La position de Zelensky est soutenue par la coalition des volontaires, cette même coalition qui veut toujours infliger une défaite stratégique à la Russie et qui, bien sûr, refuse de discuter la paix juste et durable. Je parle bien sûr des concessions territoriales de la part de l'Ukraine. En même temps, elle exige sa place à la table des négociations. Donc une position un petit peu contradictoire, mais je vous propose quand même d'écouter la déclaration du chef d'État allemand à ce sujet. Il est donc aussi important que nous, Européens, participions également à ce processus. Aucune paix ne doit être conclue sans nous. Nous avons encore des questions difficiles à résoudre. C'est votre guerre, ce sont vos gens qui meurent, c'est votre population qui meurt dans cette guerre-là, c'est votre pays qui est en quarantaine. Mais il dit nous comme s'il était sur le champ de bataille. Moi, un militaire ukrainien, j'allais l'alimenter, mais nous comment? Sans nous. Vous, en tant que qui dans cette affaire? C'est vous qui souffrez sur le front? Cependant, nous sommes tous d'accord. Seule l'Ukraine peut décider quel accord territorial elle peut accepter. Il serait erroné de pousser le président ukrainien vers une paix que son peuple ne peut pas soutenir après 4 années de souffrance et de mort. Son peuple, c'est qui? C'est vous ou bien? Parce que son peuple veut la paix depuis longtemps. C'est vous qui venez négocier derrière pour ne pas que cette paix-là devienne une réalité. Et comme d'habitude, vous mettez les peuples devant, alors que vous faites tout à l'encontre des peuples. Mais vous ne faites que dire que c'est pour les peuples. On a dit l'hypocrisie à un niveau, non? Mais en plus d'empêcher le processus de paix, cette coalition de volontaires envisage, et ce n'est secret pour personne, l'envoi des troupes sur le territoire ukrainien. Et ici, la Russie est
clair et net dans sa position, eh bien, la Russie va prendre pour cible toutes les forces qui vont arriver sur le territoire ukrainien. Ils vont jusqu'à imaginer envoyer leurs militaires en Ukraine en qualité de soi-disant force de maintien de la paix. Pour nous, ils deviendraient immédiatement des cibles légitimes. Chacun doit en être conscient. Alors malgré cette position de l'Europe, Trump espère quand même de parvenir à un accord entre l'Ukraine et la Russie vers le Noël catholique. C'est du moins ce qu'on voit dans la presse britannique. La Russie... Le Noël catholique, c'est quoi? C'est le 25 décembre? Je ne sais pas, je pose la question. Elle, de son côté, ne fixe pas de date limite, mais quand même, on constate qu'une lueur d'espoir est quand même apparue en ce qui concerne le processus de paix. Merci beaucoup, Igor, pour tout. Voilà l'actualité globale de cette affaire. Comme d'habitude, les Européens s'agitent. Ils veulent continuer la guerre alors qu'ils ont déjà perdu. Ils parlent tout le temps de défaites stratégiques. Comme d'habitude, ils mettent les peuples devant alors que tout ce qui les intéresse, c'est leurs propres intérêts et absolument rien d'autre. Et à la fin, ce sont les peuples qui trinquent. Pendant que Zelensky, bien évidemment, vend son peuple en échange des fonds personnels, lui et ses amis. Le même schéma se répète à chaque fois, avec les mêmes belligérants aux mêmes endroits. Bref, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.